Salut les Voldanites, ici Serge Voldan des frères Voldan du grand et magnifique Moulin de Voldano, la chaîne YouTube officielle de Voldano en personne. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast. Attendez, non, pas le podcast. Non, pas le podcast. Pourquoi? Parce que le podcast t'est déjà pris, putain de merde. Et je suis trop con pour trouver un. Regarder d'abord les noms qui ont déjà été utilisés sur YouTube avant d'en choisir un. Donc, non, cette émission ne sera plus le podcast. Nous sommes toujours en recherche d'un nouveau nom officiel. Pour l'instant, ça s'appellera Catch Serge Catch, le podcast audio à écouter quand vous vous brossez les dents, quand vous faites un brin de toilette, quand vous baisez votre femme, ce que vous voulez, à écouter quand vous voulez entendre du catch raconté par votre autre en personne, Serge Voldan. Alors, avant de commencer à parler de cet épisode de SmackDown Live, cet épisode du 30 juillet 2019, je voudrais revenir sur l'épisode précédent qui, si vous ne l'avez pas vu, a été fait avec un logiciel de montage de merde, un logiciel gratuit où la putain le putain de nom du logiciel apparaissait toutes les putains de 10 secondes à l'écran et s'enlevait. C'était complètement insupportable, je n'ai pas pu le voir à temps, je suis un peu pressé. Il faut savoir qu'en ce moment je suis en train de déménager tranquillement avec Flora. C'est ma petite amie, ma fermière comme j'aime l'appeler. Et on est en train de s'installer tranquillement dans sa ferme, donc il y a beaucoup de choses à régler, j'ai un peu la tête comme ça, et c'est pour ça que je n'ai pas encore mon logiciel de montage, mais ne vous inquiétez pas, d'ici la semaine prochaine, je devrais le récupérer pour proposer un contenu de meilleure qualité. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez un logo pourri s'afficher et se désafficher de votre écran, c'est tout à fait normal et ça me frustre au plus haut point, mais ce n'est pas grave parce que l'important c'est de parler catch et donc vous n'avez pas besoin de regarder ce qui se passe à l'écran, vous n'avez pas besoin de regarder cette magnifique tête de Brock Lesnar qui est actuellement à l'écran. Tout ce que vous avez à faire, c'est à écouter ma voix. Alors, SmackDown Live du 30 juillet 2019. Comment c'était? Mais, c'était. Il y avait des. Et c'était pas comme Raw, où il y avait des choses catastrophiques et des choses très bonnes. On était plus sur un moyen bien et un moyen plus au niveau des segments. La qualité de ce show, c'était les matchs. On a eu de très bons matchs. En termes d'histoire, d'avancée d'histoire, ça n'a pas allé très très loin. Donc on va revenir histoire par histoire sur les différents segments de cet épisode. En commençant du coup par notre première histoire, celle qui concerne Kevin Owens et Shane McMahon. Le show s'est ouvert sur une vidéo de Shane McMahon qui explique qu'il ne sera pas présent pour le show car il se prépare mentalement pour affronter Kevin Owens à SummerSlam car les deux vont donc évidemment s'affronter lors de ce show. C'est une bonne chose que Shane ne soit pas là, c'est bien, en plus ça renforce son côté connard et en plus de ça, ça nous empêche nous de le voir. On attend qu'une seule chose, c'est que Kevin Owens explose Shane McMahon à SummerSlam et qu'on ne parle plus de cette personne pendant les mois à venir parce que tout le monde n'en peut plus de Shane McMahon. Et c'est pas parce que c'est un bon heel, justement. Un bon heel, on a envie de le détester, mais on a aussi envie de le voir. Les heels, on a envie on aime les détester, les heels. Alors que Shane McMahon, juste, on le déteste tout court. On veut juste qu'il dégage notre écran parce que ce n'est pas agréable à regarder. Il n'est pas divertissant, Shane McMahon. Ce n'est pas un catcheur de base. Ses matchs ne sont jamais vraiment bons, à part quand il catch avec des très bons talents, comme Edge Styles lors de WrestleMania. C'était excellent, mais parce que il y avait Edge Styles, donc tu as forcément un excellent match. Non, Shane McMahon, il faut arrêter de le mettre devant les écrans, de me faire bouffer. Il n'était pas présent ce soir et c'était tant mieux parce que ça a servi d'autres catcheurs. On va y revenir. Donc Kevin Owens arrive sur le ring et fait une promo babyface comme quoi il est très content que Shane McMahon ne soit pas là. Il explique qu'il va le battre à SummerSlam et mettre fin à cette personne. Je vais revenir faire un point sur Kevin Owens parce qu'au final, la promo en soi était tout à fait basique, classique en termes d'écriture. Mais ce qu'on remarque, c'est que Kevin Owens a cette faculté de soulever les foules. La foule est derrière Kevin Owens. Kevin Owens en babyface, ça fonctionne. C'est un bon moment de la WWE parce que Kevin est un excellent parolier. Et on en manquait d'excellents paroliers en tant que babyface. On a par exemple Ricochet, qui a cette faculté in-ring et ce charisme naturel pour dégager beaucoup de sympathie et dégager comment dire, l'accord des foules. Kevin Owens, lui, est un très bon catcheur, mais en plus de ça, a cette faculté à avoir un talent au micro
exceptionnelle, un peu à la CM Punk à l'époque, ou à la The Rock, ou à la Stone Cold Steve Austin, avoir cette faculté d'être un babyface apprécié par son aura et par au discours qu'il dégage dans ses promos. Donc je crois en Kevin Owens, j'ai envie qu'il continue à le booker en babyface, même malgré le fait que ce soit un excellent heel, en babyface ça marche du feu de Dieu. Bref, Drew McIntyre arrive, dit à Kevin Owens qu'il parle trop, donc on aura sûrement ça dans les prochains Botchamania. Il attaque Kevin Owens et annonce que le match que Shane McMahon annonçait tout à l'heure, ce sera Drew McIntyre contre Kevin Owens. Voilà, Drew McIntyre continue à être solide, c'est un excellent heel avec deux bonnes promos, sans marquer l'excellence, elles sont tout à fait très bonnes, elles suffisent et ce mec a une plastique et une aura naturelle qui font de lui que on dirait un monstre sur un ring. Et du coup, on a eu ce match Kevin Owens versus Drew McIntyre, un Kevin Owens qui était affaibli. Et les deux ont livré une très belle performance en nous montrant la multitude de leurs prises, de leurs possibilités de catch in ring. Dans la foule, on a des This is awesome, c'est exceptionnel, c'est fantastique. À la fin, Kevin Owens finit par effectuer 2 stunners sur McIntyre pour remporter la victoire. Donc c'était un très bon opener, franchement. Kevin Owens versus Drew McIntyre, c'est un match qui sur papier est très bon et qui sur le fait est encore meilleur. Kevin Owens avec cette victoire est propulsé en tant que babyface ultime, ce qui est vraiment génial, ça renforce vraiment son personnage. Quant à Drew, sa défaite, elle était clean, mais il n'est pas vraiment affaibli par cette défaite parce que c'est au profit de Kevin Owens qui est en train de monter les échelons, puis Kevin Owens n'est pas personne. Euh, Par contre, pour l'instant, la défaite de Drew n'est pas grave. Par contre, ce serait bien que après cette histoire, il sorte totalement de sa alliance avec Shane McMahon, qui lui roule dessus, qui l'explose, car Drew McIntyre a le potentiel et devrait être le top heel de la fédération avec Samoa Joe. Ce sont vraiment les deux personnes comme cite le plus gros heel de la WWE. Je vais d'abord penser à Drew McIntyre. C'est vraiment le mec qui est fait pour être le plus grand heel, pour être un champion dominant, un connard de première, qui a en plus un bon catch, un meilleur catch que Brock Lesnar ou Samoa Joe. C'est vraiment quelqu'un qui a un excellent catch, qui a de bonnes promos. Enfin bref, ce mec, ça devrait être le top heel de la compagnie. Et j'espère que ce sera le cas après SummerSlam. Donc tout ce qui concerne l'histoire entre Shane et Kevin Owens, bizarrement, quand Shane n'est pas là, l'histoire est top. L'histoire est top. Kevin Owens a été, je pense, l'emblème de ce show, je dirais. On va revenir plus tard, mais je pense là maintenant que l'emblème de ce show, l'icône de ce show du 30 juillet 2019, c'était Kevin Owens. On va maintenant passer à un segment qui était moins bien. Je ne sais pas ce qu'ont les bookers de WWE avec le booking des femmes, mais c'est catastrophique à chaque fois. Donc on va parler de l'histoire concernant le titre féminin de la WWE de SmackDown Live, qui est donc occupé par Bayley. Bayley va devoir affronter Ember Moon à SummerSlam. Ça a été décidé lors d'un match, un petit tournoi il me semble même, où Ember Moon a affronté Charlotte en finale. Et grâce à la distraction de Bayley, Ember Moon a remporté cette opportunité. Et je tiens à souligner ça parce que ça veut dire que Ember Moon n'a pas gagné clean pour avoir cette opportunité. Elle a dû avoir besoin du fait que Charlotte soit distraite pour avoir cette chance d'occuper cette place. Et c'est très important parce que Bayley annonce à Ember Moon qu'elles vont devoir faire équipe pour affronter Alexa Bliss et Nikki Cross. Alexa Bliss et Nikki Cross qui ont hier perdu toutes les deux face à Becky Lynch, qui sont toutes les deux faites exploser l'une après l'autre face à Becky Lynch. Donc des catcheuses qui sont un peu, diminuées. Le match en lui-même va être très solide. Ça va vite, c'est un bon match féminin. Dans l'ensemble, c'est un bon match. Avec quelques spots sympathiques. Nikki Cross qui emprisonne Bayley à l'extérieur du ring, entre le ring et le papier qui recouvre le ring. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, des bons petits spots, des bonnes petites idées, très sympathiques. Par contre, le résultat final, il est dégueulasse. C'est une idée de merde. Ce qui s'est passé, c'est que Ember Moon a pris le pin face à Alexa Bliss de manière totalement clean. Elle n'a pas été sur ses gardes. C'est même pas une question de distraction, c'est qu'elle n'a pas été sur ses gardes. Elle s'est pris le tombé. Et 1, 2, 3, terminé. Alexa Bliss, Nikki Cross l'emporte. Et Ember Moon est extrêmement diminuée. Le problème, c'est qu'Ember Moon a besoin d'être montrée comme une adversaire de taille face à Bayley. Et le pire, c'est qu'elle l'est.
en termes de catch, et en termes on a vu les prouesses d'Ember Moon au Royal Rumble ou au Money in the Bank, elle est capable de faire des trucs de malade, c'est de base une adversaire de taille, et je ne comprends pas pourquoi on la diminue de la sorte. Pourquoi remettre de l'aura à Alexa Bliss et Nikki Cross. Mais j'emmerde Alexa Bliss, elle a pas enfin, elle est clairement en dessous en termes de in-ring, et le public, je pense, commence à en avoir marre d'Alexa Bliss. Il faut propulser Ember Moon, c'est un talent incommensurable, c'est une des meilleures catcheuses in-ring, Ember Moon, je tiens à le souligner dans tout le roster féminin. Donc Ember Moon qui gagne son opportunité sur un coup de chance et qui perd clean face à Alexa Bliss avant son match contre Bayley, qui en plus Bayley va se venger de ce qui s'est passé la semaine dernière en attaquant Ember Moon à la fin. Oh là là, c'est un booking très mauvais. J'espère que la semaine prochaine, parce que SummerSlam est dans 2 semaines, j'espère que la semaine prochaine, Ember Moon va montrer qu'elle peut toutes les aligner les unes après les autres, montrer de quoi elle est capable, pas sur un coup de chance, non, de manière clean, qu'elle peut gagner de manière clean contre des adversaires fortes. Parce que là, j'y crois pas, Ember Moon, là, il faut vraiment la booker de bonne manière. Donc vraiment une très mauvaise décision de la part des bookers. C'est vraiment dommage. Mais bon, nous verrons bien. C'est quelque chose dont je n'étais pas d'accord sur le show. On va expédier deux petites histoires. Celle d'abord, une qui me hype et une dont je me demande encore ce qui va se passer. Commençons par celle qui me hype. On a Sami Zayn qui va être dans les coulisses et qui révèle qu'il a envie de montrer au public que Aleister Black n'est pas ce qu'il est, c'est quelqu'un de faible, et qu'à SummerSlam, il va l'affronter pour révéler tout ça au public. Et je vous annonce que ce match a potentiel d'être le match de la soirée. Alors ça ne sera pas parce qu'il n'y a aucune histoire derrière, ça sert juste à, je pense, à montrer Aleister Black, montrer de quoi il est capable, de continuer à le builder. Et c'est quelque chose que j'apprécie parce que la WWE a cette fâcheuse tendance à, pour construire leur nouveau talent, à les faire affronter des catcheurs locaux, comme c'était le cas des Viking Riders hier. Et pour Aleister Black, on prend le temps de lui faire affronter des adversaires uniquement pay-per-view. Et ça montre que ça montre que c'est très important, que Aleister Black c'est un adversaire important, que ses matchs sont importants. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc Aleister Black va affronter Sami Zayn à SummerSlam. Ce match va être épique. Et bref, ça va être juste génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, d'une manière un peu plus nulle, on a en backstage aussi Daniel Bryan et Eric Rowan qui arrivent. Ils se font interviewer, mais ne répondent pas aux questions et s'en vont. On dirait qu'ils sont frustrés. Je ne sais pas si la WWE va quelque part avec ça. Honnêtement, j'ai des doutes. Je pense que c'était du remplissage par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au fait qu'ils ont perdu leur titre. Je ne sais pas, franchement. Je pense que Daniel Bryan devrait revenir en solo. Ça me fait du mal pour Eric Rowan. Il devrait rester son sidekick, mais je pense que Daniel Bryan a besoin de revenir en solo, en heel. Pourquoi pas pour affronter les champions en mid-card, mais ou être repropulsé de nouveau dans le main event. Mais là, il a besoin d'un petit coup de pouce parce que je me rappelle de l'époque où Daniel Bryan était champion et aussi heel, c'était monstrueux. Ce mec a un talent monstre et voilà, j'aimerais le revoir de nouveau sur le devant de la scène. Dernière petite histoire avant notre interlude musical, nous avons cette histoire concernant Charlotte et Trish Stratus, la légende, enfin l'ancienne diva, l'ancienne championne féminine. On a Jerry the King Lawler, une autre légende qui arrive sur le ring et invite Trish Stratus à monter. Il s'amuse un peu avec la foule et parle de la possibilité d'un dernier match pour Trish Stratus. Et c'est à ce moment que Charlotte arrive et commence à se moquer de Trish et finit par lui proposer d'être son adversaire à SummerSlam. Trish va traiter Charlotte de salope et va accepter le défi. Alors, je vais être honnête, le segment lui-même était très faible parce que Trish Stratus au micro, ce n'est pas vraiment ça. Ça manque de vérité dans ses paroles. Ça fait très robotique. Mais maintenant que ceci est dit et expédié, le match peut être vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que Charlotte était juste vraiment le meilleur choix possible pour un dernier adversaire pour Trish Stratus. C'est une excellente catcheuse, si ce n'est la meilleure du roster actuellement, qui peut très facilement masquer les possibles faiblesses in-ring de Trish. Donc c'est un match qui va opposer les deux figures féminines
de deux périodes différentes. Hein. Charlotte est clairement la... Bon, maintenant c'est Becky Lynch, mais à l'époque c'était clairement la figure féminine des années 2016-2017. Et Trish Stratus était l'icône féminin le plus connu avant la Women's Revolution de ces dernières années. Donc oui, j'attends de voir ce match, ça peut être vraiment intéressant. Et sur le papier, ça ne promet que du bon. Nous verrons bien ce qui l'en arrive. Nous sommes arrivés à la moitié de ce podcast audio. Je vous propose donc un petit interlude musical proposé par Voldano lui-même. Nous allons écouter l'ouverture de Packovage Volume 2. Tous les liens pour le téléchargement sont dans la description. On écoute ça tout de suite. C'était l'ouverture de Packovage Volume 2 proposée par Voldano en personne. Encore une fois, si la musique vous a plu, tous les liens sont en description pour télécharger Packovage Volume 2 et tous les albums de Voldano. Ici Serge Volda, nous se retrouvons maintenant pour continuer à parler de SmackDown Live, le show du 30 juillet 2019. Continuons le show donc avec l'histoire concernant à la fois Dolph Ziggler et le Miz, mais aussi Bray Wyatt et Finn Balor. Dolph est interviewé backstage et il revient sur tout ce qu'il a fait à Shawn Michaels la semaine dernière et il dit qu'il va faire exactement la même chose au Miz. Ouais, ok, c'est pourquoi pas. On revient encore une fois sur les événements de la semaine dernière. C'est jamais des choses que j'aime vraiment voir, mais on va dire que c'est essentiel pour le public qui n'a pas suivi les épisodes précédents, putain Serge. Excusez-moi. Bref, The Miz contre Dolph Ziggler, je n'attends pas tant que ça. Pour l'instant, le booking n'a pas été exceptionnel. Nous verrons. C'est pas un match que j'attends vraiment beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Par contre, quelque chose qui s'avère d'être beaucoup plus intéressant, c'est l'histoire de Bray Wyatt. On a un nouvel épisode du Firefly Funhouse, les segments mythiques
à l'époque de Monday Night Raw qui sont maintenant présentés à SmackDown. Nous avons le Wrangling Rabbit, le petit lapin de Bray Wyatt, qui rappelle le match Finn contre Wyatt. Et il dit qu'il est fan de Finn Balor, c'est toujours un fan de Finn Balor. Et on voit dans sa gestuelle, dans ses paroles, que le petit lapin craint vraiment le démon qui habite Bray Wyatt. Et Bray Wyatt va alors arriver et le petit lapin va se cacher. Vraiment, on sent la peur des personnages de Bray Wyatt. Et bref, Bray Wyatt va se mettre à rire et, euh, et redevenir le démon. Bray Wyatt, c'est actuellement le meilleur personnage à WWE. Son personnage a un potentiel de malade. Et il faut vraiment construire ce personnage pour qu'il devienne quelque chose d'imbattable. Il y a un potentiel réel avec Bray Wyatt, créer une nouvelle menace, une sorte de nouveau personnage que personne ne peut vaincre. Donc on va commencer, et c'est symbolique de commencer par Finn Balor qui est aussi le démon. Finn Balor c'est quelqu'un qui avait cette capacité mais qui n'a jamais pu la saisir malheureusement. Et on va sûrement assister à la première défaite du démon Finn Balor. Ça risque d'être, dans Main Roster en tout cas, ça risque d'être quelque chose d'assez symbolique et d'assez épique. Bref, ce match Finn Balor-Bray Wyatt, c'est un des plus attendus, je dirais, de SummerSlam, avec AJ contre Ricochet. C'est vraiment un match qui s'avère d'être, en termes d'histoire, qui s'avère d'être juste dingue en termes de personnages. Bref, nous avons donc un match dans ce show entre Dolph Ziggler contre Finn Balor. Donc voilà, ça commence tranquillement, ils s'échangent quelques coups. Et là, le démon Wyatt apparaît sur la rampe, distrait Balor, ce qui permet donc à Ziggler de prendre la victoire. C'est un booking tout à fait classique, mais efficace. Bray, on sent que Bray rentre doucement dans la tête de son adversaire, donc c'est risque de désavantager pour SummerSlam. Donc voilà, on attend ce match avec impatience et on espère que ce ne sera pas décevant. On passe maintenant à un segment que j'ai aussi beaucoup aimé, qui était très classique mais qui était très sympathique, l'histoire du championnat intercontinental. Le champion est Shinsuke Nakamura, qui reprend sa super un petit peu, et il va donc affronter Mustafa Ali dans un match qui n'est pas pour le titre. C'était un match rapide, percutant, très aérien, franchement très très bon match du fast-food un peu, genre vraiment, mais ultra efficace et ultra bon. Au final, bien meilleur qu'un fast-food McDo, on avait affaire à un bon fast-food. Les deux hommes ont révélé un aperçu de ce qu'ils sont capables de faire et ils vont sûrement mettre le feu à SummerSlam parce que je pense que Mustafa Ali va affronter Shinsuke Nakamura à SummerSlam car Ali a pris la victoire sur Shinsuke ce soir-là sur un roll-up alors que Nakamura menait. Donc ça ne diminue aucun des deux personnages. Ça montre que Ali, en fait ça prouve que Ali est légitime d'affronter Shinsuke pour un match de championnat. Donc un booking encore une fois tout à fait classique, mais au service d'un match qui était très bon, rapide et qui tease ce que les hommes sont capables de faire. Donc tout ce qu'un show de catch, le match d'un show de catch hebdomadaire devrait faire, tout simplement. Donc du bon, sans être exceptionnel, sans être un booking de dingue, c'était juste bon, un bon segment. Rien à dire. Donc pareil, Mustafa Ali contre Shinsuke Nakamura, ça peut être sur le papier excellent. Donc on attend de voir ça avec impatience. On va passer maintenant au segment le plus important de la soirée par rapport à son importance en termes de championnat, c'est-à-dire l'histoire du championnat WWE campé par Kofi Kingston. Ce qui était annoncé en début de show, c'est que Edge, champion des États-Unis, va affronter Kofi Kingston, donc champion de WWE, dans un match. On va avoir un match champion contre champion. C'est toujours ultra intéressant, ça hype un peu. On a hâte de voir ce match qui va être le main event de la soirée. Mais avant cela, on a Randy Orton qui fait une petite comment dire, qui monologue un peu sur sa carrière. Il revient dessus et explique au final que sans Randy Orton, Kofi Kingston n'aurait jamais été champion. Pourquoi? Parce que c'est Randy qui a blessé Mustafa Ali à l'époque de l'Elimination Chamber et donc a laissé un spot vide pour le match Elimination Chamber, ce qui a permis à Kofi de rentrer dedans et d'occuper le booking qu'aurait dû recevoir Mustafa Ali à l'époque. Et ce qui l'a propulsé au final de devenir champion de la WWE. On connaît l'histoire entre Randy Orton et Kofi Kingston. On sait aussi que c'est à cause de Randy Orton, à l'époque, je crois que c'était en 2009 ou en 2011, que Kofi Kingston a perdu le push qu'il était censé avoir.
Voilà, Randy Orton a agi vraiment comme un connard et a descendu Kofi Kingston et l'a obligé à être dans des tag teams jusqu'à maintenant en fait, hein. Kofi Kingston a toujours été dans des tag teams avant 2019 qui l'a reboosté en tant que carrière solo et champion et face de la compagnie. Donc dans l'histoire de la WWE, Randy Orton est le boss final des adversaires pour Kofi Kingston. C'est l'adversaire, le vrai rival dans l'histoire de Kofi Kingston, c'est Randy Orton. Donc avoir ce match à SummerSlam, c'est génial. Mais ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression qu'il ne se base uniquement sur le passé pour cette rivalité, alors qu'il pourrait aller encore plus loin. Ce serait bien d'avoir cette base de passé qui est déjà ultra solide, mais voilà qu'on propose de nouvelles choses, parce que là au final il n'y a que le passé qui surgit, alors qu'il pourrait faire encore mieux. Donc voilà, le match est quand même très attendu, la rivalité est naturelle, ce qui est génial. C'est juste dommage qu'ils n'aillent pas plus loin. Donc bref, Euh, bon, bon segment, sans plus au final. Et on a donc maintenant le main event, AJ Styles, champion des États-Unis, qui affronte Kofi Kingston, champion de la WWE. Et évidemment que le match était excellent. On a affaire à deux excellents catcheurs qui, en plus de ça, ont eu une très bonne alchimie ce soir. On avait au ringside, on avait le New Day qui accompagnait Kofi et le club qui accompagnait AJ. Aussi deux équipes qui sont championnes de leur division respective. Donc on a vraiment tous les champions qui étaient présents dans ce main event, ce qui était plutôt agréable à regarder. C'était sûrement le match de la soirée. Les deux ont livré une super performance qui en plus a duré dans le temps. Euh, plein de spots ouf, les deux montent leur palette de coups. Et Kofi finit par l'emporter, mais difficilement, avec quelque chose qui, je pense, n'a pas encore été vu depuis son règne de champion, c'est-à-dire un Trouble in Paradise sur un AJ qui est dans les airs. Donc c'était brutal, inattendu, c'était franchement ultra stylé à voir. Bref, aucun des hommes n'est diminué. AJ Styles n'est pas du tout diminué par cette défaite. Encore une fois, Kofi l'a emporté vraiment difficilement. Même si j'aurais aimé une victoire du club, quitte à ce que le club intervienne pour montrer que voilà, c'est une faction dominante de WWE. Bon, ce n'est pas ce qui est arrivé. J'espère que ça arrivera dans le futur. Euh, Franchement, excellent main event, excellent match. Au final, on ne fait pas vraiment avancer l'histoire, on sert juste à faire à solidifier les personnages et à solidifier leur dangerosité, mais on ne fait vraiment rien avancer, ce qui est dommage. Et on finit par un dernier segment. Les choses auraient pu s'arrêter là, mais non. Que serait un show de catch de WWE sans Roman Reigns? On finit donc par un petit segment avec Roman Reigns qui avance tranquillement vers le lieu où aura lieu une interview. Et c'est alors que du matériel lourd lui tombe dessus et est à la limite de l'écraser. Roman s'en sort sans séquelles, mais ça aurait pu tourner à la catastrophe. Il finit par sortir du show, annonçant qu'il va bien. Euh, et le show se termine donc ainsi. Honnêtement, c'était un segment qui était très intéressant. Il était filmé de manière réaliste et vraiment, bon, ça faisait quand même un petit peu artificiel, mais ce côté réaliste, la caméra qui tombe, les gens qui sont un peu affolés, qui sont oh là là, Roman, on se dit merde, est-ce que c'était prévu? Et cette machine à café qui fait du bruit, putain! Voilà, excusez-moi. J'ai du mal à. Cet environnement de ferme là, Bon, j'aime beaucoup ma femme, hein, mais voilà, c'est énervant quand même deux, trois fois. Bref, le show se termine donc sur une question en suspens qui est est-ce que quelqu'un est derrière cet accident? Et si oui, qui est-ce? Et clôturer un show sur une question, c'est très bon. Ça donne envie aux gens de voir la suite. J'ai envie de savoir qui a attaqué Roman Reigns. Au final, c'est un segment qui était original, peut-être un peu trop artificiel. Je saurais bien que ça aurait été un peu plus réaliste. Je pense au moment où l'échafaudage, c'était pas vraiment un échafaudage, mais l'échafaudage tombe sur Roman Reigns. J'aurais aimé que ça se fasse un peu plus réaliste. Là, ça faisait un peu fait exprès. Mais encore une fois, c'est très original. Ça laisse clôturer le show sur une question. Et on a envie de voir la suite. Cet épisode de SmackDown Live était dans l'ensemble, au final, comme on l'a vu, correct. C'était bon. On a eu pas mal de segments qui étaient juste bons,
mais il n'y a pas eu vraiment de prise de risque. On n'a pas vraiment fait évoluer les histoires. On a eu un show solide, campé par de très bons matchs, qui a solidifié la dangerosité de certains catcheurs. Donc, encore une fois, SmackDown Live, correct. Correct, rien à dire de plus. Beaucoup de matchs que j'ai hâte de voir à SummerSlam. La carte de SummerSlam est plutôt bonne. Franchement, ça peut être vraiment un très très bon show sur le papier. On verra ce qui se passe. Mais bref, c'était Serge Voldan. J'espère que cet épisode de Catch Serge Catch vous aura plu. On se retrouve sûrement demain pour parler de NXT. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les Voldanites. Des grosses bises. Au revoir.